Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 25 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de comment lancer son podcast. Effectivement, vous l'avez compris, je pense, au mois de mars, c'était les 1 an du podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur cette expérience et vous donner mes petits tips pour que vous puissiez également lancer votre podcast si c'est quelque chose qui vous donne envie. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Sachez que ça aide beaucoup le podcast à se visibiliser et merci à celles et ceux qui en parlent autour d'eux. Ça m'aide beaucoup dans ce projet. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour un épisode solo. Ça faisait super longtemps que je m'étais pas retrouvée toute seule devant mon micro et ça fait très plaisir aussi. Merci à mes super invités du mois de mars, je suis trop contente. Ça vous a grave plu comme programme, donc ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de podcasts et je voulais vous dire que voilà, il y a plein de podcasts qui voient soit jamais le jour ou qui s'arrêtent très rapidement après quelques épisodes mis en ligne. J'aimerais revenir avec vous sur mes meilleures méthodes pour trouver une idée qui vous convient et ensuite une organisation qui vous va à long terme pour pouvoir tenir un projet sur la durée. Moi, je suis très contente parce que j'ai toujours eu l'habitude de commencer des trucs et jamais les finir. Et le podcast, c'est peut-être un de mes projets les plus aboutis que je tiens le plus sur le long terme et que j'ai vraiment envie de continuer et de voir évoluer. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon exercice aussi pour celles et ceux qui ont du mal à se lancer dans des trucs à long terme, d'avoir une création de contenu vraiment bien organisée et de savoir où on va, comment et tout. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je vous ai aussi proposé de me poser des questions sur Insta. Donc j'ai quelques questions qui viennent de vous également, dont je vais répondre au fur et à mesure de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram d'ailleurs, c'est La Lame Podcast, tout collé. Ça va être l'occasion pour moi de faire des épisodes plus interactifs et j'ai pour envie là dans ces prochains temps de faire des épisodes aussi où je vous demande des audios à vous, donc n'hésitez pas à rester connectés sur Instagram et je vous le mets en barre d'infos pour celles et ceux qui ne sont pas encore dessus. Je vais commencer par vous parler de l'idée et du lancement du podcast. Le tout début d'un podcast, c'est voilà, j'ai envie de partager quelque chose, de lancer des sujets, de discuter avec les gens de certains sujets. Le podcast, c'est tout simplement une création de contenu comme une autre. C'est pour moi l'équivalent d'une chaîne YouTube ou d'un compte Instagram ou d'un autre média. C'est juste qu'on va choisir le fait que c'est qu'en audio. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est déjà pourquoi le format podcast plutôt que le format vidéo, plutôt que le format court, plutôt que voilà. Moi, j'ai choisi le podcast parce que je voulais discuter de sujets en profondeur et je trouve que c'est le meilleur moyen pour le faire parce qu'on peut faire des formats très longs. J'écoute des fois des podcasts qui durent 3 heures et ça me permet justement d'écouter des gens qui parlent de sujets en profondeur, qui vont loin dans les sujets, dans les discussions et c'est ce que j'adore dans les podcasts. Je trouve que sur le format vidéo, c'est aussi possible, mais c'est beaucoup plus compliqué en termes de budget pour faire de belles vidéos, en termes de quantité de stockage, en termes de lourdeur de fichiers pour les montages, aussi en termes d'écologie, parce que du coup, on a des fichiers beaucoup plus lourds qui vont être stockés sur Internet, etc. Après, j'ai quand même mes podcasts sur YouTube, donc voilà, je suis pas du tout pro sur ces questions-là. Par contre, c'est quand même un bon argument à prendre en compte. Et moi, je me suis dit que c'était toujours ça de prix. Donc voilà, définissez votre création de contenu aussi en fonction de pourquoi, de comment, de ce que vous voulez en faire. Ça, c'est un format qui marche très bien en podcast, les formats que je propose. Mais j'aurais pu avoir la même idée, mais sous forme d'émissions, etc. Peut-être avec plusieurs personnes, ou des trucs plus interactifs. Peut-être que ça aurait mieux marché en vidéo. Vous pouvez aussi faire d'ailleurs un format vidéo qu'ensuite vous mettez également juste en audio sur les plateformes. Ça, c'est vous qui décidez. Pourquoi vous voulez lancer un podcast, c'est aussi quelle est votre valeur ajoutée, de quoi voulez-vous parler. Un podcast, pour moi, ça se lance pas comme ça, ou alors ça peut, un peu genre journal intime, je vais parler de ce que je veux et tout, mais rien que ça, c'est une définition de ce dont vous voulez parler.
Dans tous les cas, vous se posez cette question-là au début, même si le sujet finalement choisi est très large, très bien aussi, mais il faut quand même se poser la question de quoi je veux parler dans un podcast, pourquoi je veux le faire, à qui je m'adresse, etc., etc. Moi, la première raison de pourquoi je voulais lancer mon podcast, c'était que j'en écoute énormément. Et je pense que c'est bien aussi, et c'est une bonne chose à faire quand vous vous lancez sur une plateforme ou quand vous vous lancez dans un format, c'est d'aller voir ce qui se fait déjà. Est-ce que vous aimez déjà ce format, vous ? Est-ce que c'est quelque chose que vous écouteriez ? Et ça suffit pas. Si vous l'écouteriez, pourquoi d'autres gens l'écouteraient aussi ? Qu'est-ce qui fait que votre podcast va être intéressant ? Est-ce que c'est parce que vous allez chercher l'émotion ? Vous allez chercher le témoignage, l'émotion, tout ce qui est d'un aspect sentimental, ça va réveiller des émotions chez les gens et du coup leur faire vivre des choses qui sont intéressantes aussi pour eux. Est-ce que ça va être l'apport de connaissances ? Est-ce que ça va être le rire ? Est-ce que ça va être... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être une valeur ajoutée dans un podcast. À vous de définir pour vous quelle est la vôtre. Moi, du coup... Comme je vous ai dit, j'écoutais beaucoup de podcasts et du coup, le fait de me lancer sur cette plateforme-là, ce format-là me paraissait vraiment naturel. Je voulais faire de la discussion, je voulais interviewer des gens et moi parler de sujets qui m'importaient pendant un temps long. Donc ça me paraissait logique de faire un podcast. Et ce que je recherche et ma valeur ajoutée, c'est que personnellement, j'ai écouté beaucoup de podcasts, par exemple d'entrepreneuriat. Donc j'écoutais tout ce qui est The Bee Boost, tous les podcasts comme ça qui du coup m'ont apporté plein de connaissances sur l'entrepreneuriat et ça m'a beaucoup apporté et j'ai adoré écouter ces épisodes-là. J'ai écouté aussi beaucoup de podcasts un peu lifestyle, un peu drôle, un peu de personnes qui avaient un petit peu un quotidien similaire au mien. Je pense par exemple à 4 quarts d'heure, qui touche quand même des personnes, je pense, qui sont proches des milieux culturels. Enfin, en tout cas, les 4 filles qui le tiennent sont dans le milieu culturel. Elles ont la vingtaine et elles sont un peu drôles, elles sont un peu... Voilà. Moi, j'adore écouter ce genre de podcast parce que je me retrouve sur plein de trucs. Ça me fait beaucoup rire, ça me parle. Je passe des bons moments et en plus, elles sont hilarantes. Et j'apprends aussi des choses parce qu'on a des vécus pas similaires quand même. Je n'en suis pas du tout là dans ma carrière, mais en tout cas... elle parle de choses que je vis aussi et du coup ça m'importe. J'écoutais également des podcasts avec lesquels j'étais pas forcément d'accord, j'écoutais plein de trucs comme ça. J'écoutais des podcasts politiques aussi, mais je trouvais pas de podcasts qui regroupaient tout ça. J'écoutais aussi des podcasts d'artistes, entrepreneurs, mais ça parlait pas forcément d'engagement dans l'art. Ou alors j'écoutais des podcasts hyper politisés, dont une fois on recevait un artiste sur 140 épisodes, on recevait une fois un artiste qui parlait de l'art engagé et tout, je trouvais ça trop cool. Mais voilà, encore une fois, j'avais du mal à trouver du lien entre tout ça. Et du coup, ma valeur ajoutée, c'était que je parle de ces 3-là, mais en même temps. Parce que pour moi, c'est un peu ce qui m'importe au quotidien, c'est de m'engager dans mon art et de vivre de mon art. Et du coup, de là est partie l'idée de parler d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode Être artiste, militante et entrepreneur. N'hésitez pas si vous voulez l'écouter, mais c'est vraiment le pourquoi du comment de ce podcast. En tout cas, allez voir ce qui se fait déjà et demandez-vous comment vous, avec votre prisme, avec votre analyse, de votre quotidien, avec votre vision de votre vie ou de la vie ou de la politique ou de plein de choses, avec votre lecture en fait du monde, vous pouvez apporter quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, dites-vous que même si c'est des sujets qui sont déjà abordés, puisque au final maintenant j'en connais d'autres podcasts qui parlent d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat, sachez que si c'est vous qui le faites, ce sera pas de la même façon que quelqu'un d'autre. C'est pas grave si vous vous lancez dans des sujets qui sont déjà abordés. L'important c'est de pas juste répéter les mêmes choses tout le temps parce que c'est un petit peu fatigant pour les gens qui l'écoutent et d'essayer de trouver des nouvelles façons d'aborder ces sujets-là qui sont déjà abordés. Ça peut être aussi dans la façon dont vous enregistrez le podcast d'ailleurs. Vous pouvez faire des podcasts complètement fictifs où vous racontez des histoires. Vous pouvez faire des podcasts en mode stand-up. Vous pouvez faire des podcasts drôles. Vous pouvez faire des interviews. Vous pouvez faire des épisodes solo. Vous pouvez faire des épisodes avec 150 personnes. Vous pouvez faire des épisodes un peu témoignages, voire même gossip où vous demandez des audios aux gens, un peu comme Sip and Gossip là, de Magla. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'important, c'est que vous trouviez
un format qui vous plaise vraiment à enregistrer. C'est ça qui vous fera tenir sur le long terme parce qu'on se lance pas dans un truc qu'on aime moyen. Le but, c'est que vous appréciez ce que vous faites. Quand même, au quotidien, c'est important. Parce que vous verrez, le podcast, ça va vous prendre beaucoup de temps. Voilà. Même si vous avez un rythme pas hyper soutenu, un podcast, c'est long à faire. Et personnellement, quand je me suis posé la question de qui est-ce qui m'écoute et de qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand ils viennent chercher mon podcast, quand ils viennent écouter mon podcast, c'est qui m'écoute. Moi, j'espère la plus large catégorie possible de gens, mais c'est quand même surtout des artistes en professionnalisation ou professionnels qui aussi se cherchent sur un côté militant, qui ont besoin d'espoir. Je pense que j'ai quand même un podcast un peu, j'espère en tout cas, un podcast assez positif aussi sur comment trouver des solutions. Moi, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant aussi pour se sortir de toute cette panade. Voilà, j'aimerais bien aussi que ce soit des gens qui sont pas forcément artistes mais qui s'intéressent à ces questions-là. J'aimerais que ce soit un podcast qui soit très accessible, qui soit peut-être une porte d'ouverture aussi sur certains sujets dont on n'est pas forcément expert. Je veux pas que ce soit que des experts qui m'écoutent et qui sont d'accord entre eux. Je veux que ça parle à la plus large catégorie de personnes, même si on n'est pas artiste, même si on n'est pas militant, qu'on définisse les termes souvent en podcast. Je trouve ça important pour que ça reste accessible à tout le monde. Et du coup, moi, c'est ça un petit peu quand même ma cible de base, c'est les personnes qui sont dans le milieu culturel et qui veulent s'engager ou se professionnaliser, ou les deux. Et du coup, le but, moi, de ce podcast, c'est que les gens se sentent moins seuls et qu'ils se sentent compris. C'est que les gens puissent se former aussi s'ils veulent dans des épisodes comme celui que je suis en train de faire là. Et 3, que les gens puissent avoir des réflexions sur des choses et des nouvelles façons de remettre en question leurs pratiques ou de trouver des solutions justement à leurs questionnements. C'est un petit peu ce que je viens chercher ici. Pour voir si le thème de votre podcast, donc comme moi, art, militantisme, entrepreneuriat, fonctionne et qui parlera à des gens et qui puisse être tenu sur le long terme, il y a une règle qui marche très bien, c'est pour savoir si ce thème-là marche, il faut écrire, avant de te lancer, avant même d'avoir enregistré quelconque épisode, écrire sur une feuille une vingtaine, une trentaine, voire une quarantaine de titres d'épisodes et de thèmes à aborder dans tes épisodes. Et si tu l'écris de façon fluide, si tu as quand même pas mal d'idées, et si tu vois que tu peux continuer à écrire sur cette feuille-là longtemps les idées que tu peux avoir pour de prochains podcasts, c'est que ce thème-là fonctionne. Si tu écris entre 0 et 10 thèmes à aborder grâce à ça différents et que là déjà tu bloques, c'est que peut-être ce thème-là est trop enfermant ou trop vaste, mais du coup tu sais pas trop quoi dire, quoi. L'important quand même, c'est qu'on parle pendant des heures devant un micro, c'est qu'il faut savoir quoi dire. Du coup, moi c'est ce que j'ai fait au début et je me suis rendu compte que j'avais des idées à l'infini en fait. Voilà, moi j'avais des idées de parler de féminisme dans la photo, de retouches photo. Je voulais parler aussi et recevoir des invités, donc j'avais noté recevoir une librairie, recevoir un ou une photojournaliste, recevoir une personne qui tient une asso pour la culture pour tous, recevoir des lieux, recevoir ça, ça, mais de façon assez précise. J'en ai encore, mais franchement, je pense que j'ai des centaines d'idées sur mon carnet. Donc ça m'a montré que ce thème-là était exploitable et qu'il était déclinable sur le long terme, quoi. Alors que si je trouvais pas assez d'idées, justement, ça me montrait que mon thème était trop enfermant ou que c'était pas des sujets qui m'impactaient forcément moi. Et là, en tout cas, je sais que ce sont des sujets qui me passionnent, ce sont des sujets que j'ai envie d'aller chercher plus loin. Et du coup, que ce sont des sujets qu'il faut que j'aborde parce que je serais contente de le faire et que j'aurai des idées sur le long terme pour le faire. N'oubliez pas aussi qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre et que vous restez je sais pas trop comment dire, que vous restez les maîtres de votre podcast en fait. Et que du coup, après, vous pouvez changer les règles, vous pouvez changer le thème, vous pouvez changer le format. C'est pas non plus obligé de rester sur un truc si vous vous sentez enfermé au bout d'un moment. Mais ça, c'est un bon exercice à faire. Donc pour savoir quel thème aborder, vous pouvez vous dire, les gens que je vise, quelles questions ils se posent au quotidien. Vous pouvez même faire d'ailleurs des stories Insta par exemple pour que ça implique aussi votre communauté et qu'ils se sentent concernés, de dire qu'est-ce que vous vivez au quotidien,
qu'est-ce que vous voulez, de quoi est-ce que vous voulez que je parle, si c'est à eux que vous voulez parler bien sûr. Est-ce que vous avez des idées de thèmes qui vous intéresseraient à aborder, etc. Ça peut être une bonne idée aussi de le faire comme ça. Aussi, en termes de format, c'est pas obligé de faire 15 000 formats différents. Vous pouvez avoir un seul format au début par exemple, pour vous habituer à ce format-là et le faire bien, et ensuite partir sur d'autres. Moi, c'est peut-être le conseil que je vous donnerais quand même, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Si je parlais direct, si je passais direct sur des interviews de 2 heures, même si j'ai fait des interviews avant, tenir 2 heures en interview, c'est pas facile. Et du coup, je voulais moi-même être à l'aise devant mon micro, moi-même être à l'aise devant mon matériel, devant aussi mon montage, avant de impliquer quelqu'un d'autre dedans. Du coup, par exemple, je sais pas, il y a Contre-soirée de Anna RVR, par exemple. Dans mes souvenirs, elle a peut-être fait une interview max, mais sinon, c'est que elle devant son micro qui raconte sa vie, tu vois. Et ça marche très bien. Si les gens sont venus voir ça, c'est que il y a un engouement et que ça plaît aux gens. C'est pas grave si on fait pas 50 000 formats différents, c'est pas grave si on n'a pas une multitude de choses à proposer, parce que dans un seul format, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc moi, par exemple, au début, je me suis lancée dans le podcast toute seule. Je sais pas si vous voulez écouter mon épisode présentation, le premier, mais j'étais pas du tout à l'aise, quoi. Enfin, vraiment, j'étais cringée. Voilà, c'est vraiment le mot, j'étais cringée de ouf. Maintenant je m'en fous, je suis trop habituée, là je suis toute seule dans mon salon devant mon petit micro et je suis habituée quoi, il n'y a plus de problème. À partir de ce moment-là, quand je me suis sentie à l'aise, je voulais aussi aborder des thèmes qui étaient plus loin que ma réalité de femme blanche de classe moyenne, et que je voulais aussi parler d'autres thèmes dans la culture, dans le militantisme, etc., mais que je me sentais pas du tout les épaules d'aborder toute seule. Et c'est là aussi que du coup les interviews sont arrivées, et que moi je voulais grave parler des milieux du drag que je connais quand même assez bien maintenant, mais moi je vais pas parler de drag alors que je n'en fais pas. Enfin, j'aurais pu, mais c'est toujours mieux et toujours plus vrai et intéressant et riche quand ça vient de personnes qui en pratiquent. Du coup, c'est là où j'ai reçu un pur délice. Ensuite, je sais pas, je voulais parler de documentaires à impact et de comment les vidéos peuvent impacter aussi grâce aux émotions, grâce à plein de choses, grâce à des histoires fictives, la société. Donc j'ai reçu Magali CV. Ensuite, je sais pas, je voulais parler de ci et ça, et en fait j'ai reçu à chaque fois du coup des invités qui étaient dans ces thèmes-là. Donc trop intéressant aussi de recevoir des gens, ça peut vraiment apporter une valeur bien supérieure, parce que du coup vous allez recevoir d'autres vécus, vous allez recevoir d'autres savoirs, vous allez recevoir d'autres compétences que seulement les vôtres, et du coup vous allez multiplier les compétences et les apports et les savoirs et les témoignages sur votre podcast. Et ça c'est trop intéressant. Et d'ailleurs, bref, on en parlera après de tout ce que le podcast peut apporter, mais du coup moi ça m'a aussi apporté beaucoup de connaissances, ça m'a apporté aussi des potes, parce que c'est des gens que je revois ensuite. Des fois il y a des gens que je connaissais pas du tout que j'ai reçus. Donc voilà, c'est vraiment riche, et je vous conseille aussi de vous poser la question de ce format. En tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup plu de commencer doucement avec un podcast toute seule. Et là aussi, je vais d'ailleurs essayer de m'ouvrir à du coup des podcasts plus interactifs, aussi où je peux vous demander des audios, etc. Ça me fait un peu peur, parce que j'ai peur de la qualité du son, j'ai peur de si moi je vais bien réussir à répondre, à faire le micmac dans le montage et tout, mais à voir. En tout cas, chaque chose en son temps. Être à l'aise sur ce qu'on fait, c'est déjà bien, pour ensuite lancer de nouveaux thèmes. Ça, c'est toujours ce que j'ai fait, quels que soient les projets. C'est avant, je lançais tout d'un coup et ça allait pas. Maintenant, c'est je lance un truc, quand ce truc-là, il marche bien, hop, on l'upgrade. Et ça marche bien aussi. Je vais vous parler de tout ce qui est aspect logistique, aspect organisation, aspect tout ça. Mais là, je voulais aussi, juste pour le lancement, vous parler d'un aspect un peu plus psychologique. On m'a posé pas mal de questions sur comment se lancer et comment réussir à le faire. Comment sortir de sa peur de se lancer. Comme je vous l'ai dit juste avant, personnellement, quand j'ai lancé mon podcast, j'étais absolument pas sûre de moi. Je détestais ma voix, d'ailleurs.
J'ai toujours eu des problèmes avec ma voix, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une voix d'enfant en fait. J'ai eu une voix toujours hyper aiguë et même ma façon de parler, etc. Bon, on n'est jamais habitué à entendre sa voix, du coup on déteste toujours sa voix. Je me suis rendu compte aussi que le podcast c'était un exercice beaucoup plus vulnérable, surtout quand tu l'enregistres tout seul, que ce que je pensais. Dans le sens où c'est quand même se livrer. Moi en plus je parle quand même de choses assez personnelles, même si je parle jamais de ma vie privée, mais de choses, de ressentis, voilà, c'est des choses qui sont pas faciles à faire. On se met en scène, c'est pas forcément naturel d'ailleurs, de se mettre en scène, de parler de soi, de partager des sentiments avec des gens que tu connais pas, tu sais pas qui va t'écouter. C'est un peu la honte. Moi j'avais un peu un sentiment de honte au début, comme quelqu'un qui lance sa chaîne YouTube. Tu sais, au début, tu veux jamais que tes proches ils écoutent et tout. Enfin, c'est un peu gênant, même très gênant. Ne minimisons pas les choses. Et c'est vrai qu'au moment où je l'ai enregistré, déjà c'était dur. Je me souviens que je refaisais mes phrases 50 fois par minute. Chaque phrase, je l'avais lue et faite 50 fois, c'était l'enfer. Alors que maintenant, je parle quand même de façon hyper fluide. Là, je fais plein de cuts, mais parce que je suis dans ma tête. Mais en tout cas, là, devant mon micro, je parle de façon fluide. Je me répète pas tant que ça. Enfin, voilà, j'ai l'habitude maintenant. Mais au début, c'était super dur. Et aussi, ensuite, la mise en ligne. J'ai failli avorter le projet du podcast épisode 1. Enfin, vraiment. Parce que j'avais trop peur, quoi. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Déjà, quand tu parles devant un micro, tu parles pas de façon naturelle, pas comme quand t'es avec tes potes et tout. Il faut faire attention à pas parler trop vite. Moi, je sais que je parle encore assez vite. Il faut faire attention à pas trop mâcher ses mots, ce que je fais souvent aussi. Bref, on s'en fout. Il faut faire attention à ne pas parler trop vite, ne pas mâcher ses mots. Il faut faire attention à être clair et à ne pas se perdre aussi dans un flux de paroles qui va on ne sait où, surtout quand tu donnes un peu des conseils et tout. Il faut que ce soit quand même assez structuré. Et du coup, pour les épisodes solo, c'était horrible parce qu'au début, j'avais l'impression de parler de façon hyper bourge. Et même encore aujourd'hui, j'ai un peu ce truc, tu sais, d'avoir un peu un accent bourge dans la façon dont je parle, mais c'est juste que je parle de façon... j'essaye décortiquer et clair parce que quand tu vois pas la personne en vrai, l'écouter, des fois, c'est plus compliqué pour comprendre. C'est fou, mais je pense que c'est comme ça pour tous les projets, c'est que quand tu te lances dans quelque chose de militant où tu dois prendre la parole, etc., t'as toujours ce truc dans la tête de « mais est-ce que je suis légitime ? Pourquoi moi je parle ? Pourquoi je prends cette place-là sur Internet ?» Moi j'ai vraiment toujours eu ce problème, vous le savez, que prendre sa place et tout. Pourquoi moi je prendrais cette place sur Internet ? Je suis qui pour donner des conseils ? Je suis qui pour me plaindre ? Je suis qui pour parler de ça ? Je me prends trop pour une star. Stop et tout. Enfin, vraiment, genre, j'avais trop un manque de légitimité. En fait, j'avais l'impression d'être une meuf insup qui parlait que d'elle et que machin. Sauf que... mais il faut se dire qu'on n'est pas les seuls à ne pas se sentir légitime et qu'il y a plein de personnes incroyables qui ont lancé leur podcast qui, sûrement au début, ne se sentaient pas légitimes alors qu'en fait, elles ont aidé plein de gens. Je sais pas, je pense à Lorraine Bastide avec La Poudre, qui est un podcast féministe incroyable. Sans elle, je sais pas, il y aurait plein de gens qui n'auraient pas appris toutes ces choses-là, ne se seraient pas reconnus dans tous ces récits. La Poudre, c'est quand même une pointure en termes de podcast féministe. Mais voilà, il faut se dire qu'il faut pas écouter ces petites voix malveillantes et qu'il faut aussi se rappeler pourquoi on le fait à la base, parce qu'on veut aider des gens, parce qu'on veut que les gens se reconnaissent, parce qu'on veut que les gens se sentent moins seuls, on veut que les gens apprennent des choses. Et ça, c'est hyper légitime. Et ça, c'est hyper positif. Et qu'on n'est pas des gens égocentriques qui veulent parler d'eux à tout prix et que se mettre en scène et machin. Et que d'ailleurs, même si vous parlez de vous et que vous vous mettez en scène et que c'est ça votre podcast, c'est trop bien parce que justement, j'imagine que vous voulez que les gens rigolent, que vous voulez que les gens... voilà, quelle que soit la raison, si vous avez une bonne raison, c'est toujours plus important que votre manque de légitimité. Vous êtes légitime comme n'importe qui d'autre parce que si vous vous dites « j'ai pas ma place », ça veut dire que vous estimez que certaines personnes n'ont pas leur place. Sauf que si vous estimez que tout le monde a sa place, que tout le monde a le droit de s'exprimer, que tout le monde devrait avoir une ouverture de parole possible en public, c'est-à-dire que vous aussi. Et donc ça, il faut pas l'oublier parce que quand on milite ou quand on a des idées, ça s'applique à tout le monde, mais ça s'applique aussi à soi. Donc accordez-vous ça
accordez-vous, surtout quand vous avez une démarche bienveillante ou voilà, vous faites les choses aussi pas par pur seulement égocentrisme tout le temps, mais aussi par altruisme. Acceptez de prendre cette place-là. Des fois, c'est dur, des fois, ça fait bizarre, c'est parce qu'on n'est pas habitué et tout, mais c'est important à un moment de se lancer aussi dans ces choses-là et ça fait le plus grand bien. Et ne vous en voulez pas non plus si vous prenez le temps, ne vous en voulez pas non plus si vous avez peur, ne vous en voulez pas si vous êtes perfectionniste et que vous tout faire bien, c'est pas grave. Mais laissez-vous tranquille aussi des fois et dites-vous que c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si vous dites des mots de travers parfois. En fait, tant que vous avez des bonnes intentions, que vous écoutez les remarques, que vous essayez de bien faire, ça se ressent et c'est le plus important. Et aussi, voilà, se dire que on commence quelque part, on commence tous quelque part et que votre premier épisode, ce sera sûrement pas le meilleur. Encore une fois, écoutez l'épisode présentation, vous allez rire. Genre vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et c'est pas grave. En fait, faut bien commencer quelque part. Je sais pas si vous, votre compte Instagram, dès le début, votre feed, il était parfait, mais je ne pense pas. Moi, perso, mon feed, il était super moche au début. En tout cas, j'ai commencé quelque part. Mes premiers shootings, ils étaient super moches. Mes premières photos de concert, laissez tomber, voilà. Mais à un moment donné, c'est aussi par là qu'on... En fait, si on commence pas, on n'arrivera jamais à la perfection que vous cherchez, justement. Déjà, on n'y arrivera jamais à cette perfection-là, mais si on ne commence pas quelque part, on n'arrivera jamais à atteindre un bon niveau dans un domaine quel qu'il soit. Faut commencer quelque part. C'est bien de vouloir bien faire les choses et il faut bien faire les choses. Je comprends le fait d'essayer de faire beau, de faire propre, mais à un moment donné, il faut se lancer. Donc oui, renseignez-vous sur les indispensables pour lancer un podcast clean, essayez de faire les choses au mieux, mais à un moment donné, si ça reste dans un coin de votre ordi, ça sert à rien non plus. C'est du temps, c'est de l'énergie. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, allez-y, sinon vous allez regretter. Au pire quoi ? Au pire, ça flop. Au pire, il y a des gens qui vous font des mauvais retours. Au pire, déjà, ça n'arrivera pas. Et au pire des cas, il se passera rien. Donc il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de honte à avoir. Moi, je trouve ça tellement courageux de se lancer dans ce genre de projet que vraiment, soyez fiers de vous. Même si juste vous mettez en ligne et que vous partagez jamais, c'est déjà trop ouf. Si vous faites un épisode 2, c'est déjà trop ouf. Juste essayez, c'est déjà trop bien. Ça se trouve, ça vous conviendra pas, ça se trouve machin, mais essayez les choses qui vous font envie et vous verrez bien ce qui se passe et où ça vous emmène, quoi. Ok, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que ce que je pensais pour ce début, donc on va être efficace maintenant, on va parler de méthodo et d'organisation. Parce que tout ça c'est bien beau, mais comment lancer son podcast de façon claire, nette, précise, là, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Une fois qu'on a la liste de tout ce dont on veut parler, de tout ce thème-là qu'on a abordé juste avant, on va commencer par écrire le premier épisode. Pour ça, personnellement, ma méthode, c'est d'écrire un script, de pas écrire toutes mes phrases mot par mot, de pas écrire tous mes mots. Je sais que certains font ça, par exemple, Seb Lafrite, il fait ça pour ses trucs où il parle de musique, machin. Mais moi, personnellement, j'écris un script. C'est comme ça que ça me convient, personnellement. Donc un script, c'est, vous allez écrire, je sais pas, thèse, synthèse, antithèse, ou en tout cas des parties, les grosses parties de ce que vous voulez aborder, et ensuite les sous-parties et les petits tirets qu'il faut. En fait, vous allez écrire votre texte, mais sous forme de mots très concis que vous allez, vous, ensuite développer à l'oral. Ça me paraît beaucoup plus naturel, personnellement, dans ma façon de faire, que tout écrire, parce que sinon, ma façon de parler à l'oral n'est pas la même que ma façon de parler écrite, et que je me suis rendu compte que déjà, écrire tout en entier, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, que ça me paraît pas naturel ensuite quand je le lis à voix haute. Donc voilà, personnellement, je vous conseille le script, en tout cas au début, ou ensuite, vous faites comme vous voulez, quoi. Soit script, soit vous rédigez tout. Mais perso, je fais script. Ensuite, je vous conseille aussi d'écrire plusieurs épisodes à l'avance. Comme ça, vous savez aussi comment développer vos épisodes, parce qu'au début, c'est pas forcément évident de savoir de quoi est-ce que je vais parler dans cet épisode-là, de quoi est-ce que je vais parler dans cet épisode-là. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez ? Est-ce que celui-là j'en parle ensuite dans le prochain épisode parce que ça pourrait bien se raccrocher au thème. Vous savez, des fois vous avez des thèmes un peu similaires entre vos épisodes. Du coup, ce point-là, est-ce que je le mets là, est-ce que je le mets dans l'épisode d'après ? En vrai, au début, moi je rédigeais pas mal plusieurs épisodes à l'avance, comme ça je savais quoi mettre où et ça m'avait pas mal aidé. Au niveau du matériel, personnellement,
je vous conseille de soit investir, soit ne pas le faire, mais pas le faire à moitié. Tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, les micros de téléphone ne sont pas dégueulasses. Je ne suis pas ingé son, vous le savez déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que les micros de téléphone, c'est pas la pire des choses. Parce que si vous voulez investir, mais pas trop, dans un micro, mais pas trop cher, souvent les milieux de gamme, en tout cas moi ceux que j'ai testés, les milieux de gamme en micro, c'est pas dingue en termes de son. Et limite, mon téléphone enregistrait un son plus clean que mes milieux de gamme micro. En fait, le problème, c'est que si vous achetez un micro milieu de gamme, on va dire qu'il va vous coûter 120 €, et que vous n'êtes pas satisfait de ce micro-là, ce qui sera souvent le cas, vous n'allez pas vouloir redépenser tout de suite de l'argent pour votre podcast, ce qui sera normal. Alors que si vous ne dépensez pas les 120 €, que vous commencez à enregistrer avec votre téléphone et que au fur et à mesure vous mettez un peu de côté et que là vous achetez un bon micro, je pense que c'est plus logique et que c'est mieux, que c'est plus rentable plutôt que dépenser pour un milieu de gamme qui en vrai ne sera pas meilleur que votre téléphone et ensuite redépenser des sous. Enfin voilà, moi c'est l'erreur que j'ai faite. En vrai je regrette de ouf. Mes premiers épisodes j'aurais dû les enregistrer avec mon téléphone, ça aurait été très bien. Et maintenant le micro que j'ai génial, donc voilà. Mais le micro que j'ai il m'a coûté bien plus cher. Donc voilà, c'est mon conseil, c'est soit n'investissez pas, soit investissez direct dans le micro que vous voulez, parce que même si ça coûte cher, au moins il bouge pas quoi. Un micro ça dure 10 ans, 20 ans, j'en sais rien, mais au moins il bouge pas. Pour savoir quel micro acheter, du coup, qu'est-ce qui est un bon matos ou pas, vraiment conseil de base, c'est aller sur les podcasts un peu connus que vous écoutez et aller acheter leur matériel. Souvent, c'est des gens qui ont des liens affiliés parce que c'est des podcasts d'entrepreneurs, ils savent faire. Du coup, il y a des liens affiliés sur leur site internet où vous pouvez retrouver directement les modèles en fait des micros et des enregistreurs qu'ils utilisent. Moi par exemple je suis allée sur celui de The Bee Boost et de Génération Do It Yourself là, et du coup j'ai acheté leur matériel à eux deux, j'ai un peu mélangé leur matériel à eux deux. Personnellement j'utilise un micro Shure, je sais plus le combien, je vous mettrai en barre d'infos. J'utilise un Zoom, c'est un enregistreur Zoom PodTrack V4. Ça c'est intéressant quand vous commencez à avoir 2 micros avec lesquels enregistrer. Sinon, vous pouvez enregistrer directement sur votre ordinateur, vu que les Shure, par exemple, ils ont une clé USB. Enfin, c'est un port USB, pardon, le câble. Donc voilà, soit vous pouvez commencer par juste acheter le micro, le brancher sur votre ordi, et ensuite acheter un Zoom pour enregistrer avec un deuxième micro, c'est très bien aussi. Et moi, pour l'instant, j'ai pas de deuxième micro, justement, parce que ce micro Shure m'a coûté vraiment très cher. Du coup, j'ai un micro cravate pour les interviews. Je donne le bon micro, le micro Shure, à mon invité, parce que c'est la personne qui parle le plus de nous deux. Et moi, je pose juste des questions, donc mes interventions ne sont pas très longues. Et ensuite, moi, je m'enregistre du coup avec le micro cravate en même temps, que je branche sur mon téléphone. Voilà, et ensuite, je mixe les deux au montage, et voilà. J'ai aussi un pied de micro que j'ai acheté, et un bras. Je vous déconseille les bras, ça prend de la place et ça sert à rien, vraiment. Sauf si vous êtes streamer peut-être, mais voilà, le bras ne m'a servi à rien. Je vous conseille le pied de podcast, c'est très bien, le pied de micro. Et le montage, je le fais sur Premiere Pro. Donc je vais pas vous faire un cours aujourd'hui sur comment on fait. En plus, je suis vraiment nulle en mixage. Donc voilà, mais je vous donne les outils et vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, YouTube, comme d'hab. Allez sur YouTube, c'est génial. C'est la façon meilleure pour apprendre des choses facilement. Enfin, vous avez tout à dispo, quoi. Et pour l'enregistrement, j'ai d'ailleurs aussi regardé un peu des cours de voix, de comment projeter sa voix, de comment bien articuler, etc. C'est pas encore parfait du tout, mais voilà, j'ai regardé aussi des cours sur YouTube de voix. Et on va passer à la partie organisation. Comment tenir un podcast sur le long terme ? Déjà, premièrement, il vous faut un titre, des visuels et une direction artistique, comme pour tout projet. Perso, j'ai choisi le titre La Lame parce qu'il y a art, militantisme et entrepreneuriat, AME, je ne vais pas dire âme.
Du coup, quoi? La lame, vas-y, c'est bien. C'est pas le titre que j'aime le plus, je vais pas vous mentir. La meuf qui parle trop mal de ce projet. J'adore mon podcast, je le défends à tort et à travers maintenant. Mais le titre, c'est pas mon... Bref, mais c'est pas grave. Je peux pas vous donner du coup de méthodo pour les titres. Je sais qu'il y en a plein qui existent, mais je suis pas la meilleure pour ça. Encore une fois, YouTube. Vraiment, YouTube. Pour les visuels, il faut que ce soit quelque chose qui vous ressemble, que ce soit des choses qui vous parlent, qui marchent avec votre propos. Et aussi, c'est aussi assez bien si ça marche par exemple avec votre projet de base. Exemple, moi je suis photographe vidéaste, j'ai quand même un certain style de photo assez coloré, disco, etc. Du coup, c'est aussi quelque chose que j'ai mis dans le podcast. J'ai utilisé des couleurs, j'ai utilisé le truc un peu disco avec les grosses lettres. Enfin, des lettrages assez disco, c'est ça que j'utilise déjà sur mon site pour ma DA à moi et ma communication à moi. Je trouve ça chouette que ça se suive un peu, que ce soit une entité à part entière, mais que ça se suive un peu sur le style, quoi. Et aussi, il faut que ça marche avec votre propos. Donc, par exemple, si vous avez un podcast sur le minimalisme et que vous avez des visuels hyper chargés, ça va pas marcher, quoi. D'ailleurs, faites attention, si à terme, vous allez faire un compte Insta pour votre podcast et que vous comptez partager des choses avec vos invités, n'hésitez pas à faire quelque chose quand même d'assez sobre et qui parte pas dans tous les sens pour que ça puisse se caler aussi sur le feed de vos invités et même juste s'ils veulent le partager, bah du coup ils seront plus à même de partager un truc assez clean et assez sobre plutôt qu'un truc qui va totalement à l'encontre de leur DA à eux et qui est vraiment loufoque ou assez kitsch, mal fait sur leur Insta. Si vos visuels partent dans tous les sens, je sais de quoi je parle. Donc voilà, vraiment... Pensez à ça. Aussi, pensez au fait qu'il faut que vous sachiez à l'avance est-ce que vos visuels changent à chaque podcast ou pas. Par exemple, sur les applis, vous avez, on va dire, Spotify, vous avez le petit carré avec votre photo de profil du podcast en général. Et ensuite, il y a des podcasts comme Génération Do It Yourself où ce petit carré ne change jamais. Et il y en a d'autres comme Young, Wild and Freelance ou plein d'autres où la petite photo, elle change pour chaque épisode. Voilà, il y a deux façons de faire. Je pense pas qu'il y en a une qui soit mieux que l'autre. Ça dépend grave. Je sais que pour les podcasts qui marchent bien, souvent la photo ne marche pas. Si jamais tous les podcasts très connus, souvent la petite vignette ne change pas, mais moi je la change. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est plus logique pour voir ça c'est un nouvel épisode. C'est peut-être plus dur du coup de voir qu'on parle bien de la lame par exemple, parce que si on n'est pas habitué à mes visuels, bah peut-être qu'on va pas voir la récurrence tout le temps de mais ça se voit que c'est la lame. Mais je trouve ça chouette de changer à chaque fois. Personnellement, c'est le choix que j'ai fait. Par contre, du coup, si vous changez à chaque fois, il faut que vous ayez une DA logique, parce que si vous avez des visuels qui partent dans tous les sens, on va même pas savoir que c'est vous qui postez à ce moment-là. Donc voilà, est-ce que mes visuels changent à chaque fois ou pas ? Et si oui, bah du coup c'est une charge de travail en plus. Et du coup, il faut que j'y pense à chaque fois que je prépare un podcast, que c'est un temps qu'il faut que j'alloue à soit dessiner ou prendre la photo ou en tout cas faire le nouveau visuel pour le nouveau podcast. Et il faut que ces visuels, vu qu'ils sont tout petits, quand ils s'affichent sur les applis, soit vraiment lisible, clair, pas trop chargé, sinon on va rien voir. Pour l'organisation, je vous conseille de choisir un rythme qui vous convient, dans le sens où on part souvent en mode je vais en faire plein, machin, sauf que les podcasts, c'est très long à faire. Alors moi, je dis ça parce que si j'ai des épisodes entre 1 heure et 2 heures, voire même plus, du coup, c'est vrai que ça me prend beaucoup plus de temps que quelqu'un qui fait des podcasts de 20 minutes. C'est le choix que j'ai fait parce que moi, c'est les podcasts que j'aime écouter, les podcasts très longs. Donc je suis partie sur le podcast long. Je sais que c'est pas la meilleure méthode pour la visibilité ou pour l'engagement, etc. Mais personnellement, c'est ce que j'aime et j'ai envie d'être honnête avec vous et de faire ce que j'aime ici. Donc, et je sais que ça plaît aussi à beaucoup de gens que ce soit des formats longs. Donc je sais que ça me prend beaucoup de temps un podcast. Entre l'idée, l'enregistrement, la com et tout à faire derrière, mise en ligne, etc. Le montage aussi et tout, ça me prend 1 à 2 jours par épisode. Et encore plus si c'est avec un ou une invitée, parce qu'il y a les retours, parce qu'il y a les prises de rendez-vous, etc. Donc voilà, prenez ça en compte, ça prend vraiment du temps à faire. Pour le rythme, du coup, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'être régulier, parce que en fait, les gens vont s'attendre à un rendez-vous. Moi, maintenant, on sait que c'est toutes les 2 semaines, un mercredi. Voilà.
Ça fait bientôt 1 an que je fais ça toutes les 2 semaines, un mercredi. Maintenant, on sait. Et les rendez-vous réguliers, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui vous fait passer aussi le plus pour des pros. Si vous voulez être professionnel dans la façon dont vous faites les choses, lancer des trucs un peu n'importe quand, ça marche moins, je trouve, dans l'image que d'être régulier et de faire les choses à des moments donnés précis. Mais après ça, c'est peut-être aussi une logique d'entrepreneur et moins de... peut-être pas hyper déconstruit comme façon de voir les choses, donc je laisse cette réflexion ouverte. Mais voilà, moi je trouve ça chouette. Et ça vous aide pas mal niveau algorithme aussi et tout. Et aussi, il y a des podcasts d'ailleurs qui font, je sais pas, on va dire 12 podcasts en 3 mois et qui après s'arrêtent toute l'année et qui reprennent que pendant des petites périodes mais de façon hyper soutenue. Alors qu'il y a des podcasts qui vont faire un épisode par mois. Personnellement, pour la lisibilité, pour l'engagement, pour la communauté qu'il y a derrière, je préfère faire un épisode par mois à choisir entre les deux. Mais c'est un avis comme un autre. Et encore une fois, ça c'est à vous de juger. Il y a des gens qui préfèrent faire une saison hyper à fond par an. Et ça peut être aussi un rendez-vous, je sais pas, tous les mois d'octobre. Vous savez que vous avez 2 mois de podcast d'affilée. Mais voilà, moi je préfère la régularité à l'année, un rythme peut-être moins soutenu, mais du coup qu'on peut tenir à long terme et sur lequel on peut compter tout le temps, quoi. C'est ça que j'aime bien. Je me sens jamais seule avec les podcasts que je suis. Je sais que ce podcast-là, il sera tout le temps là et toute l'année, quoi. Et ça me fait trop plaisir. Et du coup, c'est ça aussi que moi je veux faire dans mon podcast. Pour le choix de la régularité, justement, de combien d'épisodes par mois, on va dire, je vous conseille de partir du rythme le moins soutenu au plus soutenu. On peut dire que vous pouvez commencer, même si vous avez envie de faire un podcast par semaine, je vous conseillerais de sortir au début un podcast par mois et que si vous arrivez à tenir ce rythme et que vous vous rendez compte que vous pouvez largement faire plus, faire un podcast toutes les 2 semaines. Et pareil que si vous arrivez à tenir ce rythme, vous vous lanciez là dans un podcast par semaine. Voilà, comme ça vous êtes sûr de tenir votre régularité. C'est mieux de partir, de viser large, que de viser trop régulier et du coup que vous n'arriviez pas à tenir le rythme. C'est plus décevant dans ce cas-là, je trouve. Donc à la limite, laissez-vous tranquille, faites doucement et ensuite accélérez le rythme si vous voyez que vous pouvez grave tenir et ça vous fera d'autant plus plaisir. Dans ce sens-là, ce sera beaucoup plus positif comme démarche. Voilà. Pour ma méthode, du coup, moi je fais toujours les podcasts à l'avance. Je suis jamais en flux tendu comme on dit. Donc flux tendu, ça veut dire que vous n'avez pas d'avance et que vous faites au jour le jour entre guillemets, à l'épisode, je sais pas comment dire. Personnellement, je fais à l'avance. Imaginons là, vous écoutez ce podcast début avril. Bon, là c'était un peu plus serré en timing parce que j'ai eu les 4 podcasts à faire au mois de mars et j'avais plein de taf. Mais en période normale, là on est début avril. J'aurais déjà mis tous les podcasts d'avril, donc les 2 podcasts d'avril en ligne, ils seraient déjà faits, et la com aussi, en background, j'aurais déjà tous les contenus de prêt à poster, et j'aurais déjà mes rendez-vous, voire j'aurais déjà enregistré les podcasts de mai, et je serais en train de les monter par exemple. Et mi-avril, tous mes podcasts seraient montés, j'aurais demandé déjà les retours à mes invités de mai et voilà, comme ça je suis tranquille et j'aurais déjà commencé à réfléchir, donc 2 mois à l'avance, à mes invités de juin pour prendre rendez-vous fin avril début mai pour enregistrer, etc. Donc en termes de podcast posté, vraiment monté et tout, j'ai genre 1 mois d'avance. En termes de podcast enregistré, j'ai 1 mois et demi d'avance. Et en termes d'invités prêts, j'ai 2 à 3 mois d'avance. Comme ça, je sais que je suis jamais dans le stress. Si jamais ça se fait pas avec un invité, si jamais ça se fait pas à cause du travail, là j'ai trop de travail, je sais que j'ai des choses qui se postent quand même. Même si je veux prendre des vacances, même si je suis pas là, etc. Et d'ailleurs, là va y avoir les vacances d'été. Je vais partir quelques temps, à un moment. Et du coup, ça, je le prévois aussi. Il faut que j'enregistre mes épisodes à l'avance. Comme ça, je suis sûre que quand je rentre, j'ai encore de quoi poster. Même quand je reviens, que je ne doive pas tout de suite enregistrer 15 épisodes à la suite. Donc ça, il va falloir que je le prévoie.
À savoir aussi, un podcast avec un invité, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus de travail qu'un podcast tout seul. Donc prenez ça en compte. Et d'ailleurs, petite méthode pour les podcasts avec les invités. Personnellement, dès le début, j'aborde les invités, souvent par mail ou DM Insta, mais avec le descriptif du podcast. Du coup, je leur dis, voilà, moi j'ai un podcast qui parle de ça. Je trouvais que vous étiez pertinent pour le podcast parce que si ça. Et est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous seriez intéressé? Si oui, dites-moi. Si la personne est intéressée, du coup, je leur dis, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez absolument parler? Est-ce qu'il y a des choses dont vous ne voulez absolument pas parler? Leur dire aussi qu'il y a une photo le jour du podcast pour faire la miniature, parce que c'est comme ça que je marche, voilà, qu'ils soient au courant. Et ensuite, je leur envoie les questions, du coup, en avance, pour qu'ils soient sûrs de, s'ils ont besoin de se préparer pour des questions, ou si ils veulent être au courant de ce dont on parle, ou s'ils veulent être à l'aise, etc. Bref, j'envoie toujours les questions à l'avance maintenant. Et au pire, les gens le lisent pas s'ils veulent pas, mais au moins, s'ils veulent, ils peuvent. Et ils ont pas besoin de me demander. Et je leur dis toujours, après, on va laisser libre cours à la discussion et sûrement il y aura des questions en plus ou en moins par rapport à là où on va. C'est juste pour avoir une idée générale. Et surtout, quand il y a des questions à préparer, imaginons vous avez des questions genre tu peux me citer 2-3 artistes féministes, nanani, qui t'intéressent. Du coup, des fois c'est dur quand t'es sur le fait accompli, donc c'est bien, les gens peuvent se préparer et le noter en amont aussi. Ensuite, le jour du podcast, du coup, je leur propose toujours maintenant d'avoir une pause parce que comme on a quand même des podcasts assez longs, c'est pas facile de parler pendant 3 heures d'affilée et tout. Donc je leur propose toujours une petite pause au milieu s'ils veulent. La plupart ne veulent pas, mais il y en a qui veulent et je trouve ça important de proposer. Et après l'enregistrement, je leur propose de revenir sur le montage si ils ou elles veulent. Je leur demande si la photo, elle est bien validée pour eux. Et voilà, en fait, je leur demande validation pour ce que je poste sur Internet, tout simplement. Et je vous conseille aussi de soigner la description de votre podcast parce que la façon dont vous allez aborder les invités, ça va montrer aussi votre professionnalisme, mais aussi la façon dont vous postez le podcast. Faites attention qu'il n'y ait pas de faute dans le titre, faites attention à ce que votre description soit bien rédigée et que vos références soient notées. C'est toujours une valeur ajoutée, ça aussi, de bien écrire sa description. Et par exemple, moi, si mes invités parlent de collectif, parlent de projet, parlent de trucs, quand même, le but de la lame, c'est de partager des valeurs, de partager des projets, de mettre en avant des gens. En fait, pour les mettre vraiment en avant, je prends le temps de, du coup, les mettre en description et que, je sais pas, si mon invité parle d'un collectif, je vais mettre le compte Insta ou le site du collectif dans les refs, etc. Parce qu'en plus, des fois, c'est des noms un petit peu compliqués à dire à l'oral, enfin, tu sais pas comment ça s'écrit. Et du coup, en fait, je veux que toutes les refs soient écrites et sourcées avec des liens et tout. Comme ça, vous pouvez retrouver facilement, tout simplement, ce dont on parle dans le podcast. On va parler maintenant de visibilité, de retour, de long terme, etc. etc. Déjà, pour la visibilité, on va parler de plateformes. Où est-ce qu'on poste notre podcast? Il y a plein d'applications de rencontres. Il y a plein d'applications d'écoute possibles. Donc vous avez Deezer, Apple Podcast, vous avez Spotify, vous avez YouTube, vous avez plein de plateformes. Personnellement, j'ai pris un petit peu la solution facile, je me suis pas trop posé de questions. Je sais que mon podcast est même pas encore sur Apple Podcast en vrai. Je crois qu'il est sur Spotify, Deezer, un autre truc et YouTube. Mais pour ça, c'est pas moi qui gère. Pour le faire rapidement, je vous conseille de prendre un diffuseur et personnellement, je suis sur Acast et ça marche très bien. Donc Acast, qu'est-ce que c'est que ça ? Le but de Acast, c'est que ça va être un diffuseur, donc c'est une plateforme sur laquelle vous allez poster votre podcast qui va le redistribuer sur toutes les applications que vous voulez. Donc par exemple, moi je poste jamais sur Spotify mon podcast, je le poste sur Acast qui ensuite m'a créé automatiquement un compte Spotify sur lequel il poste mes podcasts. Ça me permet d'avoir des statistiques centralisées, ça me permet d'avoir des planifications centralisées. J'ai pas besoin le jour du podcast de
poster sur chaque plateforme, je le fais une fois et c'est tout. Et un diffuseur, ça permet aussi, si vous voulez, de mettre en avant facilement votre podcast sur les plateformes. C'est quelque chose que j'ai pas fait, mais je sais que Acast a des propositions d'abonnement, parce que voilà, la base est gratuite, celle que j'utilise, mais si vous voulez, il y a des propositions d'abonnement qui vont mettre des meilleurs référencements en fait pour votre podcast. Aussi, je poste sur YouTube tout seul parce que je crois qu'Acast ne poste pas sur YouTube. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Donc, sur YouTube, à côté, je poste. Et YouTube, ça représente un bon tiers, même un gros tiers de mes écoutes. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui écoutent sur YouTube. Ça, c'est pas à minimiser aussi. Je vous conseille de choisir quand même un réseau au-delà du podcast. Si vous en avez envie, si vous en avez la force, ce n'est absolument pas obligé. Mais moi, j'ai apprécié construire un réseau pour mon podcast. Il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs, je pense. Personnellement, je trouvais qu'Insta, c'était le plus logique, qui allait le mieux avec. Pourquoi j'ai fait le Insta ? Moi, c'était pour échanger avec ma communauté, faire des débats, bientôt demander des audios, du coup, voilà, pour passer dans le podcast, et créer des réels, donc des extraits de mon podcast, à partager facilement sur Instagram pour donner envie tout simplement d'aller écouter les épisodes. Je trouve que c'est une plateforme qui permet vraiment un échange avec la communauté et que ce soit beaucoup plus interactif que juste vous qui m'écoutez parler. Ce qui est déjà en soi très bien. Enfin, moi, il y a plein de podcasts que simplement j'écoute. J'ai pas besoin de plus. Mais si on en a envie, il y a cette possibilité du coup d'explorer toute cette façon-là d'échanger avec la communauté aussi. Donc voilà. Ça, c'est à vous de voir encore une fois. Je parle aussi du podcast sur LinkedIn et je reposte les réels sur TikTok mais avec mon compte perso. Et pareil sur LinkedIn, c'est avec mon compte perso. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai cette façon-là de gérer les choses. Je sais pas si c'est la meilleure, honnêtement. C'est ce que je voulais vous dire dans cette partie, c'est que le podcast, j'ai quand même beaucoup de mal avec la visibilité du podcast, honnêtement, à le développer là-dessus. Je pense que je fais pas encore parfaitement les choses, mais tous les gros podcasts que je connais ont un compte Insta où ils partagent des extraits et tout. Donc je pense que c'est quand même un bon conseil à prendre en compte. Sauf que pour gérer toute cette com et pour gérer votre podcast de façon régulière, il vous faut un plan de com. Je sais pas si vous faites des plans de com, mais faites des plans de com. En fait, tout ça, c'est de la charge mentale, tout simplement, que vous faites souvent en plus de votre travail, / en plus de vos travaux perso, artistiques et tout. I know you. Vous faites plein de trucs différents. Donc un plan de com, c'est génial parce que vous sortez de votre cerveau et vous foutez tout sur du papier et c'est beaucoup plus simple. Vous avez juste à suivre votre papier et ça, c'est génial. Moi, personnellement, ça m'a vidé mon cerveau de faire ça. Donc, je sais pas, tous les 3-4 jours, je vais me poser sur mon plan de com et je vais voir ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai pas encore fait. Tout ce qu'il y a dans mon cerveau, je le mets dans mon petit tableau. Et du coup, dans ce petit tableau-là, je vais mettre du coup les prochains épisodes que je vais poster. Quel jour ce sera le mercredi dans 2 semaines, quel jour ce sera le mercredi dans 2 mois, et qu'est-ce que je pense, même si je suis pas encore sûre, qu'est-ce que je pense mettre comme épisode ici et là, et du coup ça va me permettre de savoir qui contacter en invité, ça va me permettre de savoir quel podcast je peux commencer à préparer en écrit. Là j'ai une visibilité, moi-même sur 6 mois de ce que je veux faire avec le podcast, pratiquement. Donc c'est très pratique. Vous pouvez aussi du coup dans ce plan de com' mettre tout ce qui est vos supports de communication. Donc sur mon podcast par exemple, sur mon Insta de podcast, je fais toujours pour chaque podcast un post avec du coup une photo de la personne et la présentation de la personne et de l'épisode. Je fais ensuite un post réel avec un extrait du podcast, puis un post en post où j'invite au débat et un autre réel, voire d'autres encore, mais sur le fil c'est ça. Du coup j'ai 4 posts à faire par podcast et du coup dans mon plan de com je vais les noter aussi. Comme ça je sais ce qu'il faut que je prépare, est-ce que je les ai déjà, est-ce que je les ai postés ou pas, c'est lequel que je dois poster maintenant, etc. Et du coup c'est très lisible en fait, c'est très simple, je réfléchis beaucoup moins qu'avant, alors que je poste beaucoup plus qu'avant. Donc ça c'est génial, ça m'a vidé le cerveau. Et du coup, si vous voulez savoir comment faire un plan de com et comment intégrer un plan de com de podcast, par exemple, dans votre plan de com initial, vous
pouvez tout mélanger dans votre plan de com. Vous pouvez aussi parler de vos posts, de votre Insta perso, etc. Je vous conseille mon épisode sur la communication en tant que créatif, communiquer en tant que créatif, je sais plus comment il s'appelle. Bref, j'ai sorti un podcast, il y en a 20, vous allez trouver rapidement, sur la communication. Et dedans, je vous détaille toutes mes astuces de com. J'adore la com. Je sais pas si je vous ai dit, j'adore la com. Mais je vous donne toutes mes astuces de com pour vos projets, et notamment aussi pour le podcast. Je vous donne mes astuces pour faire un plan de com. Je vous donne mes astuces pour de la création de contenu régulière qui vous prend moins la tête que si vous étiez pas bien organisé. C'est pas très compliqué, c'est juste des trucs à mettre en place et ensuite ça roule tout seul. Donc voilà, je vous invite à écouter cet épisode parce que ce sera beaucoup plus complet sur cet aspect-là. Et que là j'ai déjà bien parlé, donc je pense qu'on va passer à autre chose. Ensuite, mon orga en termes, je vous ai parlé de mon orga, voilà, de comment j'écris mes épisodes, de combien de thèmes j'ai à l'avance. Je vous ai dit comment j'enregistre. Maintenant, je vais vous parler juste de mon orga vite fait de post-prod. C'est très simple, ça va être très rapide, c'est juste pour vous dire. C'est con, mais c'est des méthodes que j'ai mis en place au fur et à mesure. Avant, je montais un épisode, je le mettais en ligne. 2 mois après, je faisais la com autour de cet épisode et j'avais tout oublié de cet épisode. Faites tout d'un coup, comme ça c'est frais dans votre tête, vous n'avez pas besoin de réécouter votre voix 50 000 fois parce que même c'est bon, vous êtes habitué à votre voix, elle va quand même vous saouler si vous l'écoutez 50 fois la même chose. Donc je vous conseille de tout faire d'un coup. Quand je dis tout d'un coup, ça peut être un jour sur l'autre, mais par exemple, là il y a un jour, j'ai monté l'épisode avec ma prochaine invitée. Et bah du coup cet épisode-là, moi je vais créer la com directement après. Donc je vais écrire le post de présentation, et je vais monter les réels qui vont avec, et parce que je sais déjà là, je me souviens de l'épisode et du coup je sais quels extraits je vais choisir à peu près, et je vais déjà écrire le post pour le débat. Je vais aussi écrire les stories, et je vais écrire la description, tout ça en avance. Comme ça, le moment où je les poste, en fait, je les ai déjà faits sur Canva, j'ai plus qu'à télécharger mes Canva et à les poster, en fait. Même en avance, souvent, j'exporte tout. J'exporte mes réels, je télécharge mes visuels Canva et je mets tout sur mon téléphone dans un petit dossier qui s'appelle comme épisode Camille, par exemple. Et du coup, dès que l'épisode avec Camille Gautero est sorti, du Toy Toy, et je savais que le soir, j'avais pas besoin de me prendre la tête en mode « Ah putain, il faut que je fasse le post ». Le post, ça fait déjà 1 mois qu'il est fait, il est dans mon téléphone, j'ai juste à le poster. Ça demande un peu de rigueur, surtout quand on a l'habitude de remettre les choses au lendemain. Bonsoir moi-même. Mais une fois que vous prenez le pli, après, c'est trop agréable parce que du coup, tout ça, c'est fait, quoi. Et le jour où il faut poster, il y a juste à poster, il n'y a pas à faire le post, et ça change tout. Donc je vous conseille vraiment de faire votre com au moment où vous faites l'épisode, parce que dans tous les cas ça va vous prendre environ une après-midi à monter, autant tout faire d'un coup, comme ça c'est fait. Du coup quand vous faites des time blocks, en fait ça c'est du time block, ça vous prend moins de temps de monter l'épisode et ensuite directement faire les réels et les trucs, même si c'est peut-être un peu plus redondant du coup, plutôt qu'une après-midi vous faites votre montage, et une semaine après, vous faites votre com, mais ça vous prend une après-midi parce qu'il faut tout réécouter, parce que vous avez tout oublié. Enfin, vraiment, faites direct, c'est beaucoup plus rapide. Et aussi, si vous avez décidé d'être rigoureux et du coup d'écrire les refs, c'est pas anodin, ça prend du temps aussi à faire. Les refs en notes du podcast, je veux dire. Si vous avez pris l'habitude de faire ça, pareil, n'oubliez pas, dès que vous montez, vous ouvrez une petite case notes dans votre ordi et vous notez en fait au fur et à mesure. Moi là, les derniers épisodes avec mon invitée, elle a parlé de plein de collectifs, de femmes dans l'histoire, de plein de choses, et du coup tout ça je l'ai noté au moment du montage. Comme ça, au moment d'écrire la description et les refs, je sais déjà de quoi elle a parlé. Encore une fois, j'ai pas besoin de tout réécouter. C'est bête, mais avant, je réécoutais 3 fois mon épisode parce que il y avait une fois où je l'ai réécouté pour faire les réels, une fois où je l'ai réécouté pour faire les posts, une fois où je l'ai réécouté pour faire les refs. Non mais l'enfer. Donc, faites tout d'un coup. C'est beaucoup plus simple. Notez au fur et à mesure, et comme ça, après, le jour où vous postez, vous avez juste à aller chercher les liens. Et ça va beaucoup plus vite. Aussi, du coup, on m'a demandé aussi comment gérer entre le taf
et le podcast parce que j'ai déjà beaucoup de trucs à faire au quotidien. Du coup, c'est justement des périodes où je suis un peu plus en creux de taf. Genre cette semaine, par exemple, j'ai rendu tous mes trucs. J'ai un projet client à faire, mais j'ai le temps. Du coup, je me suis dit, ok, cette semaine, j'enregistre les épisodes, je prends rendez-vous avec le prochain invité, je fais ci, ça, je fais la com. Comme ça, en avril, ensuite, j'ai plus rien à faire. Donc voilà, les moments où vous avez un peu des creux, profitez-en pour du coup avancer sur vos projets perso à long terme. Tout ça c'est bien beau, mais comme je vous ai dit, un podcast ça prend beaucoup de temps, même si on a la méthodo et tout qui nous aide. Un podcast ça prend quand même beaucoup de temps. Donc il faut que ça vous plaise à fond, parce que c'est pas tout de suite qu'il y aura des retombées autres que le plaisir. Ce que je veux vous dire par là, c'est que là c'est le moment où je suis censée vous parler de visibilité. Comment visibiliser son podcast. Mais du coup, je me sens un peu, pour le coup, pas légitime d'en parler. Tout simplement parce que je trouve que mon podcast a très peu de visibilité, malgré un an de travail acharné. C'est pas le podcast le plus visible de la planète du tout. La lame, pour l'instant. Mon but, c'est pas d'être une star. Mon but, c'est pas du tout que mon podcast ce soit les plus écoutés de la planète. Mais voilà, on va pas se mentir, quand on se lance dans un projet, si personne le voit, c'est un peu décourageant. Aussi, quand on partage des valeurs, quand on partage du militantisme en général, le but c'est que ça se diffuse aussi, justement parce qu'on veut que ces choses-là changent. Mais si personne nous écoute, si personne ne s'intéresse à ça, du coup ça n'a aucun impact. Et voilà, parce que moi le but c'est aussi de mettre en avant justement des projets engagés, des collectifs, des lieux, des trucs, mais je peux pas les mettre en avant si moi-même j'ai pas de visibilité quoi. Et dernier aspect pour la visibilité qui peut être un peu décourageant, c'est que un podcast, comme je vous l'ai dit, ça prend du temps, et au bout d'un moment, si on veut qu'un projet soit pérenne, c'est bien qu'on puisse aussi en tirer un petit peu une contrepartie financière, parce que moi si je veux continuer à faire ça, là par exemple ce mois-ci j'ai expérimenté ce que c'est d'avoir vraiment du travail, vraiment. J'avais pas du tout le temps en fait de faire le podcast. Donc il faudra un moment que ça me paye, parce que si je veux tenir à long terme, ce sera pas possible si ça me paye pas quoi. Et il faut pas en avoir honte d'ailleurs. C'est pas parce qu'on fait des projets militants, c'est pas parce qu'on fait des projets pour l'amour de l'art que, encore une fois, on n'est pas légitime à être payé pour. C'est un métier comme un autre. N'oubliez pas, je vous connais. En tout cas, moi depuis un an, en tout j'ai fait 1500 vues. Voilà. Ça peut vous paraître très décevant peut-être. Donc j'ai fait 120 vues par mois en moyenne, ce qui est vraiment très peu. Après, en sachant que je poste vraiment 2 épisodes par mois depuis seulement septembre. En tout, là, on est au 25e épisode. On va dire qu'au moment où j'enregistre, il y en a 24. Ça veut dire que j'ai moins de 100 vues par épisode, largement moins de 100 vues par épisode. Je pense que j'en ai environ 70 en moyenne. Après, en ce moment, ça augmente quand même un peu. Je dois avoir... en ce moment, j'ai, depuis janvier, 200 vues par mois minimum. Donc, c'est quand même positif. Mais voilà, c'est pas énorme, ça peut être décourageant. Je vous souhaite force si vous passez longtemps sur des projets et qu'ils prennent du temps à décoller. Ça arrive, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas des gros nulos, je sais pas comment dire ça. C'est normal, surtout des projets qui sont sur des plateformes où... du coup, moi, c'est des versions longues, c'est quand même des trucs qui sont assez engageants en termes d'écoute. C'est pas comme si tu regardes un TikTok, tu vois, ça prend pas 7 secondes, ça prend 1h30. C'est normal que ce soit plus long aussi à construire une communauté. Mais du coup, voilà, pour visibiliser, moi, j'ai pas de grande méthode pour l'instant. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé ce qui marchait pour moi. Le compte Insta aide bien pour la visibilité, honnêtement. Depuis septembre que j'ai fait mon compte Insta et que je suis régulière, j'ai quand même plus d'écoute qu'avant. Les mots-clés, c'est hyper important aussi quand vous écrivez dans Acast ou dans YouTube votre présentation et vos descriptions et vos mots-clés de thèmes de podcast et tout, c'est trop important. Ça, faites attention. Faites attention à vos titres, il faut qu'on comprenne dans le titre de quoi on parle. Faites attention à vos visuels, faites attention sur les plateformes sur lesquelles vous mettez votre podcast. Moi, personnellement, j'aimerais bien prendre rendez-vous avec Acast, par exemple, pour en savoir un peu plus à un moment. Je sais pas si c'est possible, je vous en parle depuis longtemps, mais il faut que je regarde ça. Mais voilà, pour la visibilité, j'ai pas
des milliers de conseils. Et je préfère vous en parler un jour où je suis plus experte là-dessus qu'aujourd'hui, tout simplement. En tout cas, voilà, moi c'était un petit peu toutes mes idées que je voulais vous partager ici sur le fait de lancer un podcast. Je voulais aussi vous dire toutes les choses que le podcast m'a apporté. Sachez que le podcast, ça m'a permis aussi de me rendre compte que en fait, j'avais le droit et j'avais ouais, c'est ça, le droit en fait de parler de sujets qui m'importent. Des fois, on n'a pas forcément l'entourage aussi qui est propice à parler de certains sujets. Là, vous êtes libre d'en parler avec des fois des relations du coup parasociales, un peu avec des inconnus qui vous écoutent. Mais ça fait beaucoup de bien du coup parce que des fois vous vous sentez aussi vous-même compris. Moi c'est pas juste pour que les gens se sentent compris, c'est moi aussi je me sens comprise quand j'ai des super retours de votre part. Le podcast ça m'a permis de structurer mes idées, ça m'a permis de prendre confiance en moi parce que ça m'a sorti de ma zone de confort et comme toute chose qui te sort de ta zone de confort ça t'aide beaucoup souvent à prendre confiance, à te rendre compte que t'es capable et tout ça. Donc voilà, le podcast ça m'a apporté ça. Le podcast ça m'a aussi permis du coup de rencontrer des invités incroyables et du coup de parler et d'apprendre moi-même sur des sujets qui sont plus extérieurs à moi, qui me sont moins... que je connais moins parce que je suis pas concernée, voilà, ou parce que je le vis pas, etc. J'ai appris plein de choses grâce à ce podcast. Ce podcast, ça m'a permis de m'obliger à avoir une rigueur et d'être pro sur ce podcast, tout simplement parce que en fait, un podcast vraiment que tu fais pas bien, ça se voit. Et moi, j'ai souvent honte et j'ai souvent envie de passer... Comment dire, j'ai souvent besoin de validation, mais du coup pour faire un podcast clean, il faut quand même être bien clean. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais du coup, ça m'a obligée à faire une com régulière, à revoir ma com, à revoir mes visuels, à me poser des questions sur tout ça. Au-delà de juste mon compte Insta à moi, et en vrai ça m'a trop aidée. Maintenant, je pense que je pourrais grave conseiller quelqu'un, par exemple, qui se lance dans un podcast justement ou dans une création de contenu extérieure à elle-même. C'est pas du tout pareil que faire ta création de contenu pour ton compte perso. Donc voilà, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens qui des fois sont restés potes, qui sont restés des potes parfois, je me suis rapprochée de gens... j'ai pu du coup aborder plein de sujets qui m'importaient énormément. J'ai eu des retours hyper touchants. Coucou Clémentine, si tu passes par là. Clémentine, c'est une pote qui est décoratrice d'ailleurs, je vous conseille, qui avait fait des stories adorables Atelier Maranta. N'hésitez pas à aller suivre son Insta. Qui avait fait des stories où elle pleurait en disant que je l'avais touchée et que machin et tout, avec mon podcast, et moi du coup j'ai chialé aussi, bref, c'était trop mignon. Voilà, ça me permet d'avoir des échanges et de voir que ça aide des gens et que moi ça m'aide et que vous ça vous aide et que tout le monde est content. Donc voilà, en vrai, le podcast, je pense que c'est utile et que ça peut apporter plein de belles choses. Dans tous les cas, ma philosophie de vie un peu, j'en ai parlé avec une pote il y a pas longtemps en plus, mais ma philosophie de vie en ce moment, c'est vraiment de me dire, s'il y a une idée que t'as depuis très longtemps et que t'oses pas faire ou que voilà, c'est qu'il faut la faire. Parce que si elle est longtemps dans ton cerveau, c'est pas pour rien. Et au pire, c'est pas un échec si t'essayes et que t'aimes pas finalement ou que ça marche pas. En vrai, t'auras appris plein de trucs. Voilà. Et souvent, si c'est une idée qui te trotte dans la tête depuis longtemps, c'est que ça va t'apporter de bonnes choses et que ça va souvent aussi perdurer. Voilà. Moi, ce podcast, c'était pas forcément le podcast en soi qui me donnait trop envie, mais c'était de créer du contenu plus long où justement on parlait de tout ça. Instagram, en fait, j'avais envie d'aborder plein de thèmes, mais les stories, ça va 2 minutes, mais à un moment, c'est quand même limité. Et du coup, je m'en foutais un peu du médium, mais je voulais parler plus en longueur de tous ces sujets. Et du coup, quand je l'ai fait, quand j'ai réussi à me lancer, je me suis rendu compte que ça me faisait trop de bien. Et du coup, au final, 1 an après, je suis encore en train de le faire. Mon projet est beaucoup plus structuré, beaucoup plus clean que quand je l'ai lancé. Oui, clairement. Et du coup, je suis trop heureuse il y a 1 an, avoir pris mon micro et avoir été cringée devant mon micro. Je regrette absolument pas et aujourd'hui, je suis même hyper reconnaissante d'avoir eu ce moment où je me forçais un petit peu et d'en être là aujourd'hui. Et maintenant, j'ai plein d'idées pour la suite.
Et encore une fois, j'aimerais trop que le podcast soit un peu plus visibilisé pour aussi pouvoir avoir plus de légitimité à aller approcher certains invités et tout, parce qu'il y a des gens que j'ose pas déranger, parce que si je leur apporte 70 vues sur un podcast, ça servira pas assez à mettre en valeur leur cause, parce que le podcast, quand t'es invité sur un podcast, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et du coup j'ai pas envie de prendre du temps et de l'énergie aux gens pour rien. J'ai envie que ça les aide eux aussi, donc j'aimerais trop que le podcast soit plus visible pour que je puisse vraiment mettre plus de lumière sur ces gens-là aussi grâce à ce média-là. En tout cas, je vous conseille de vous lancer dans les choses qui vous donnent envie. Au pire, c'est pas grave si ça floppe. Et ne vous perdez pas non plus toute votre énergie et toute votre pêche dans des projets qui vous conviennent moyens. Essayez de faire en sorte que vous soyez le plus vous-même et que ce soit plus des sujets qui vous touchent et qui vous font plaisir à aborder, parce qu'il faut trouver du plaisir dans le travail, surtout quand il n'est pas rémunéré au début. Et dernier truc aussi, n'ayez pas peur des méchantes personnes qui peuvent mettre des mauvais commentaires, parce que souvent en plus, il y a plus de mauvais commentaires sur Insta et TikTok que sur YouTube et sur Spotify et tout, parce que en fait, souvent dans nos métiers en plus, je sais que j'ai des copines, ok, petit clin d'œil, il y a une copine qui passe par là, je sais que tu écoutes, mais comme je lui ai dit, souvent, je sais pas si vous voulez lancer des studios vlogs, des formats un peu comme ça, c'est quand même des gens pipous dans les commentaires. Il y a très très peu de mauvais commentaires. Et je pense avoir beaucoup plus de chances d'en recevoir des mauvais commentaires sur mon compte Instagram perso que sur la chaîne YouTube de La Lame, quoi. Voilà. Et même si on en reçoit, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on supprime et on passe à autre chose, parce que il faut pas qu'on s'empêche de faire des choses à cause de personnes malveillantes. Je comprends qu'on s'empêche de le faire pour ça, c'est hyper légitime. Ces personnes ne gagneront pas, je vous promets. Et je vous conseille trop de vous lancer dans vos projets. Vous méritez, vous êtes légitime, vous êtes intéressant et intéressante. Vous avez trop de choses à dire, vous avez trop de choses à apporter dans ce monde. Et je suis trop contente que ce soit pas toujours les mêmes personnes qui prennent la parole. Je suis trop contente de voir des gens qui soit ont peur de prendre la parole ou qui viennent pas de milieux hyper favorisés, etc. Qui parlent, qui partagent d'autres récits, qui partagent d'autres vécus. C'est trop intéressant, c'est trop important et vous êtes trop fort et trop forte de faire ça. Je vous envoie plein de belles choses pour tous ces projets-là. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'espère que j'ai répondu au maximum. Mais je vous dis à très bientôt. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec une invitée incroyable. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. Et je vous dis à très bientôt. Salut